Alors maintenant, dans le cadre de cette section consultant expert, on va passer dans la partie juridique, avec deux versants. Un versant par l'avocat dédié professeur de droit, et j'introduis Patrick Lefond-Bressin avec un sujet qui est élément de la responsabilité du chirurgien et quelle procédure. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier Avocat Général, permettez-moi tout d'abord, avant de commencer à aborder ce sujet, vous dire combien je suis honoré d'être cette année nouveau parmi vous, mais surtout combien j'ai une pensée toute particulière pour celui qui me permit, il y a un certain nombre d'années, de venir une fois dans cette enceinte. C'était votre ami à tous, un grand expert, le professeur Jacques Long. Je veux dire que nous ne pouvons manquer d'avoir une pensée sur celui qui, lorsque l'on va parler de l'expertise, avait écrit un très bel ouvrage, qui fut d'ailleurs honoré d'un prix par le Conseil national des compagnies d'experts de justice, dans ce conseil, sur l'expertise médicale. Et lorsque l'on parlait il y a quelques instants d'expertise, et lorsque l'on raccroche l'expertise au pénal, eh bien on s'aperçoit que l'on va immédiatement rentrer dans un sujet qui est dans un domaine qui est un des domaines les plus délicats. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le droit pénal, c'est le droit qui punit, à l'inverse du droit civil qui répare. Et parce que lorsqu'il s'agit de punir des professionnels qui ont consacré une bonne partie de leur vie au dévouement à l'égard du patient, au stress que l'on peut éprouver et que vous avez tous connu, que vous connaissez tous dans un bloc opératoire, au silence du secret, eh bien, il peut parfois être particulièrement douloureux pour celui qui va être désigné comme expert judiciaire d'avoir trouvé en face de lui un confrère qui a éprouvé les mêmes sentiments, les mêmes difficultés, mais qui a commis une faute. Et cette faute va conduire celui qui va être poursuivi devant une juridiction pénale à être dans un monde dans lequel le consumérisme se développe, dans lequel les médias relaient souvent sans savoir, et dans lequel les relais sociaux vont très souvent diffuser des informations, voilà, plus ou moins fausses, va conduire celui qui va se trouver attrait devant une juridiction pénale, ou qui risque de s'y trouver attrait, quelle que puisse être la présomption d'innocence, à être montré du doigt sur la place publique avant d'avoir été jugé. Les conséquences sur sa clientèle, les connaissances sur sa notoriété seront nécessairement graves, quelle que puisse être l'issue, même si cette issue demain est une relaxe. Et alors même que nous avons trouvé dans le cadre de cette relation du médecin au pénal, eh bien, la place de l'expertise va prendre un tour tout à fait particulier. Particulier pourquoi? Eh bien parce que depuis une loi du 10 juillet 2000, la vision de la faute pénale en matière de délit d'imprudence ou d'homicide involontaire a évolué. A évolué de telle sorte qu'on a une démarche qui n'est plus celle qui existait à l'origine. À l'origine, il convenait d'aller vers une recherche de la faute et de voir si cette faute était en lien avec le dommage subi. La loi du 10 juillet 2000 a inversé la démarche de telle sorte qu'avant toute chose, va devoir se trouver démontrer le lien causal. La causalité entre le fait qui sera un fait fautif, pourra être un fait fautif du praticien, et le dommage qui aura été subi en raison de ce fait fautif par la victime. Et il est certain que de là va découler nécessairement la qualification. De là va découler nécessairement cette qualification qui n'appartient pas à l'expert, qui appartient au juge, mais pour laquelle le rapport de l'expert va être tout à fait déterminant. Alors, il convient à ce titre d'examiner très rapidement deux points. Le premier, celui de cette question, sous l'angle de la loi du 10 juillet 2002, du lien de causalité qui est, certains auteurs l'ont dit, le nœud gordien de la responsabilité pénale aujourd'hui.
Et puis le fait que l'expertise va se trouver, l'expertise pénale va se trouver au cœur de la qualification. S'agissant de ce lien de causalité devenu nœud gordien, alors même que l'article 121.3 du Code pénal prévoit qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre, nous allons nous trouver dans un cas tout à fait particulier qui est celui de ce que l'on appelle les délits non intentionnels. Lorsqu'il s'agit d'un délit intentionnel, de cause et blessure volontaire ou d'un homicide volontaire, il va se dire que l'élément moral de l'infraction n'est pas très difficile généralement à déterminer. On va se battre bien sûr en pénant sur cette question d'élément moral. Y avait-il une intention frauduleuse? Y avait-il ce qu'on appelle un dol spécial? Mais ce n'est pas très difficile à déterminer. Lorsqu'il s'agit d'un délit d'imprudence, lorsqu'il s'agit d'une infraction involontaire, lorsqu'il s'agit d'un délit non intentionnel dans lequel l'auteur de l'infraction n'a pas voulu le résultat qui s'en est suivi, là, la question de l'élément moral va être beaucoup plus difficile à caractériser. L'élément légal, bien sûr, sera celui de la loi, l'élément matériel sera celui des faits que l'on connaît, mais cet élément moral, s'agissant de délit non intentionnel, nous sera-t-il. Et c'est précisément pour cela que cette notion de causalité, de lien de causalité nœud gordien de la responsabilité pénale, va trouver toute son importance. Parce que la loi du 10 juillet 2000 a distingué entre une notion de causalité directe qui nous ramène à, en fait, ce que l'on pourrait considérer comme étant la faute simple, une faute essentielle et déterminante, celle dans laquelle il y a eu un contact direct du praticien avec la victime qui a immédiatement occasionné le dommage que l'on sait, et une causalité indirecte qui est celle visée désormais par les dispositions de l'article 121.3 alinéa 4 du Code pénal, qui va distinguer entre la faute délibérée et la faute caractérisée. Deux niveaux de faute. Donc, les délits non intentionnels vont maintenant nous placer face à trois catégories de fautes. Celle qui va résulter d'un lien de causalité direct, qui ne nécessite pas qu'on y revienne car la démarche est celle que pratiquaient autrefois les juges, et celle qui a trait à ces fautes qualifiées, que l'on appelle la faute délibérée et la faute caractérisée, qui vont présenter une spécificité. S'agissant de la première, faute délibérée, eh bien, on va rechercher, et c'est ce qui devra être au cœur de l'expertise, si en l'état des connaissances, si en l'état qui a été celui dans lequel s'est trouvé le praticien au moment des opérations, il a eu un comportement volontaire de transgression d'une norme, de transgression d'un principe, de transgression d'un règlement, de transgression de ce qui semblait impératif et qu'il n'a pas respecté de telle sorte qu'il a commis une imprudence, de telle sorte qu'il s'est trouvé dans une situation qui peut constituer un délit. S'agissant, ce sera par exemple le cas, pour prendre un exemple rapide, s'agissant de cette faute délibérée, ce sera par exemple le cas d'un anesthésiste, d'un chirurgien anesthésiste qui aura commis une faute délibérée en utilisant un produit dont l'emploi est réservé dès l'origine par un arrêté autorisant sa mise sur le marché aux établissements disposant d'un matériel d'assistance respiratoire et de réanimation et qui savait pertinemment que l'établissement dans lequel il effectuait sa mission était un établissement qui n'en disposait pas. Il ne pouvait pas l'ignorer, il a délibérément été à l'origine du dommage, il a pris la décision de le faire, et cette volonté délibérée, ce comportement volontaire, l'aura conduit sur le chemin du délit. S'agissant de la faute caractérisée, on est dans une hypothèse quelque peu différente, car là, il ne s'agit plus seulement de ce comportement volontaire qui est considéré d'ailleurs comme étant le plus grave, la faute délibérée est la faute qui est considérée comme étant la plus grave, mais comme une connaissance d'un risque d'une gravité particulière. Celui qui va se trouver être l'objet de la peine pénale et qui risque de se trouver poursuivi est celui qui aura eu conscience d'un risque en l'état de ses connaissances, en l'état de sa compétence, mais qui n'aura pas hésité à le prendre. Qui n'aura pas hésité à le prendre et qui, en raison de cette décision, aura agi alors qu'il existait un risque d'une particulière gravité. Et cette question de risque d'une particulière gravité, au regard
de la compétence, au regard des connaissances, au regard de la spécialité de celui qui risque de se trouver poursuivi, va bien sûr rentrer dans le champ de l'expertise pénale, dans le champ des données dont l'expert judiciaire qui aura été désigné aura à connaître. Alors vous voyez à quel point cette expertise pénale va être au cœur de la qualification, puisque en fonction des constatations qui auront pu être opérées par l'expert judiciaire, le juge sera à même de porter une appréciation sur la qualification qui devra s'en suivre. Et à cet égard, il n'est pas nécessairement sans intérêt de relire quelques instants, tout de même peut-être pour une meilleure compréhension, les dispositions de cet article 121.3 alinéa 4, qui reprend un certain nombre de points que je viens d'évoquer, mais qui nécessite tout de même d'être relu. Et nous savons que le droit pénal, ce droit qui punit est un droit d'interprétation stricte, et c'est un droit qui ne procède jamais par analogie, et de telle sorte que le principe de l'égalité des délits et des peines fait qu'il faut toujours se reporter au texte pour rester véritablement dans le cadre des éléments de la loi d'incrimination dont on ne saurait sortir par voie d'analogie quelconque. Et le texte nous dit, dans le cas prévu par la ligne précédente, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu imprudence, une observation du règlement, etc., les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, car nous sommes en présence d'un lien de causalité indirecte, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi, le mot s'il est établi est extrêmement important, s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée, c'est la faute délibérée que j'évoquais il y a quelques instants, une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, c'est la faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Eh bien, ce mot, s'il est établi, qui figure au terme des dispositions de l'article 121.3, a une importance essentielle. Importance essentielle pourquoi? Parce que ce que l'on va demander au juge, ce que le juge va demander à l'expert, c'est d'établir avec certitude. C'est la question de la certitude relative au lien de causalité qui se pose. Or, voyez à quel point nous sommes au cœur d'un véritable problème, parce que vous êtes des hommes et des femmes de science, et vous savez que la science, c'est le doute. Vous savez qu'il y a toujours une part de doute. Nous, avocats, lorsque nous recevons nos clients, il y a toujours une part de doute dans notre relation avec le client, dans notre relation à la vérité du client qui, parfois, sera une vérité qui mettra un certain temps à être éclairée, même pour le juge. Il va sans dire que la notion du doute est constante. Pour l'expert, la notion du doute existe aussi. Et alors même que vous êtes déjà, en qualité d'expert, dans une situation dans laquelle vous allez devoir vous prononcer sur le comportement d'un confrère, sur le lien de causalité qui a pu exister en certaines circonstances entre l'action ou l'omission de ce confrère dans une situation donnée et un fait dommageable. Eh bien, lorsque l'on va vous demander de dire avec certitude que le lien de causalité existe, vous voyez le cas de conscience qui peut être le cas de conscience de l'expert. On parle bien sûr souvent du cas de conscience du médecin, on parle du cas de conscience du juge, on parle du cas de conscience de l'avocat. On ne parle pas assez souvent du cas de conscience de l'expert. On ne parle pas assez souvent du cas de conscience de celui qui va se trouver seul dans son cabinet et qui va devoir, en fait, et au pénal plus que jamais, peut-être indirectement, même si le juge a toute liberté d'appréciation souveraine, faire en sorte que son rapport décidera de l'avenir de son confrère. Et cela, je crois que c'est particulièrement important. Et alors que j'entendais tout à l'heure, il y a quelques instants, certains d'entre vous qui disaient « oui, mais enfin, les experts, on ne sait pas très bien comment on les désigne, on ne sait pas très bien comment les choses se passent. » Mais rassurez, nombre d'entre vous le savent, bien sûr. Mais d'abord, les experts sont désignés, qui sont désignés au pénal, sont toujours nécessairement, hormis certaines dispositions, enfin, motivations particulières, des experts qui figurent sur les listes de cour d'appel ou les listes nationales de la Cour de cassation. Ces listes sont élaborées selon
les dispositions de la loi du 29 juin 1971, qui prévoit en ce qui concerne la formation, même s'il n'y a pas de formation aux règles du procès en amont, c'est-à-dire lors de la période d'admission probatoire, c'est-à-dire pendant la première période de 3 ans, dans le cadre de la préinscription, de nécessité d'avoir reçu une formation juridique. Au cours de cette formation de 3 ans, il y a l'obligation de connaître les règles fondamentales du procès, les principes du procès, et d'avoir subi une formation. Donc, par conséquent, l'inscription définitive va faire en sorte que les experts qui seront réinscrits seront des experts qui présenteront toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne les règles de connaissance de la procédure, indépendamment de leurs compétences techniques, qui aura permis d'ores et déjà de procéder à leur primo-accès à l'inscription lorsqu'ils auront été en période probatoire. Et puis il y a surtout un point très important, et là je reviens au cas de conscience. C'est celui de sa propre conscience. C'est celui de la propre conscience de sa compétence. Et pour éviter que tel ou tel magistrat puisse parfois, parce qu'il ne le sait pas, en fonction de la nomenclature, risquer de désigner un expert qui n'est pas l'expert de la spécialité qu'il conviendrait. Et il appartient tout simplement, dès le début, à celui qui se trouve désigné, de dire non, mais attendez-moi, ça n'est pas de ma compétence. Ça n'est pas de ma compétence, c'est une spécialité fine. Et j'ai besoin soit d'un collège d'experts, c'est-à-dire que vous rejoignez d'autres confrères, soit tout simplement, même si c'est au sein d'une spécialité qui est la spécialité médicale, d'un statuteur, c'est-à-dire d'un spécialiste dans une spécialité qui est distincte, au sein d'une spécialité générale, pour que je puisse être entouré des conseils, je puisse être entouré de la vision, sinon des conseils, mais certainement pas des conseils, mais de la vision d'un homme de l'art dans la spécialité qu'il prend. Alors je crois que tout ceci nous ramène, en définitive, et pardonnez-moi si c'était un peu long, mais tout ceci nous ramène à un point. C'est que dans un monde dans lequel les choses vont souvent beaucoup trop vite, dans lequel l'information est souvent le fruit d'une succession de désinformations successives, eh bien, il y a un maître mot. C'est le maître mot qui vous anime, vous, praticiens, dans vos disciplines. C'est le maître mot qui anime les juges. C'est le maître mot qui anime les avocats. C'est la conscience. Elle est notre juge à tous et celle-ci doit primer sur le tout.